Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'émission Top Sécu d'Anews Sécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler sécurité numérique, cyber, aventure humaine, accompagnement, proximité et exigence sont les dénominateurs communs de mes deux invités aujourd'hui et les valeurs qu'ils incarnent, qu'ils transmettent à leurs collaborateurs au sein de l'entreprise. Pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Pham. Bonjour. Bonjour. Alors Marc, vous êtes cofondateur d'Aduneo, associé et directeur technique plus particulièrement au sein de cette entreprise qui est dans la gestion sécurisée d'identité numérique avant tout. Et on va voir après que ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. Sébastien Wiedemann, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sébastien, vous êtes fondateur et CEO de Meritis. Meritis est une entreprise de conseil spécialisée dans la transformation des systèmes d'information et des organisations. C'est bien ça. Tout d'abord, Marc, je vais revenir un petit peu au tout début. Vous avez donc été à l'ENTPE. Oui. Diplômé de l'ENTPE, qui est l'école de l'aménagement durable des territoires. Et dès 1998, vous vous êtes tourné vers la cyber. C'est ça, absolument. Voilà, vous aviez déjà une appétence pour la cyber, c'était au tout début, c'était les prémices de la cyber. C'était au tout début, c'était effectivement, donc à l'époque on faisait plutôt de la sécurité réseau, vraiment réseau, pour sécuriser les réseaux avec des firewalls, parce que les entreprises commençaient à s'équiper d'Internet. C'est ça. C'était une révolution. Voilà. Donc j'ai commencé effectivement en 98 par des firewalls finalement. Très bien, et puis très vite, en 2001, vous rencontrez une personne par l'intermédiaire d'un ami commun, Pierre Bergerol, et vous décidez de fonder Aduneo. C'est-à-dire qu'une fois que les réseaux sont sécurisés, bon, en 2001 ils n'étaient pas complètement sécurisés, mais en tout cas on savait bien faire, on s'est dit qu'il fallait utiliser les réseaux et continuer à sécuriser finalement maintenant l'usage qu'on allait faire des réseaux. Ouais. Et donc on s'est orienté vers les annuaires, ce qu'ils appelaient à l'époque les annuaires d'entreprise, et qui sont devenus maintenant les identités numériques. Voilà, et vous vous êtes dit à ce moment-là, comment s'est faite cette rencontre? Si vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, et comment vous vous êtes dit du jour au lendemain, ça y est, on va créer une entreprise? C'est-à-dire que Pierre, lui, avait vendu son entreprise qui était justement dans les réseaux. Il s'est cherché à faire autre chose. Et moi, de mon côté, je souhaitais aussi avoir une aventure entrepreneuriale. Et donc, un ami commun savait qu'on avait finalement les mêmes appétences sur les mêmes thématiques. Et donc, on s'est rencontrés. Puis, on s'est plu et on a monté Aduneo. Et donc, on continue à travailler ensemble depuis 2001. Donc, voilà, alors 2001, début des annuaires des entreprises aussi numérisées, on va dire, c'était le commencement, et vous êtes allé sur cette niche, sur ce secteur d'activité. Et vos premiers clients, alors, étaient plutôt des gros clients? Alors effectivement, début des années 2000, les identités numériques, c'était pas encore dans les mœurs, et donc ceux qui s'y intéressaient à l'époque, c'était plutôt les grands groupes. Voilà, donc c'était les grandes banques, les opérateurs téléphoniques, on appelait encore ça des opérateurs téléphoniques à l'époque, qui souhaitaient mieux connaître leurs identités, d'une part, et ensuite sécuriser aussi leur système d'information. Voilà, et à force d'évangéliser, peu à peu, vous vous êtes aussi tourné vers les ETI. Alors petit à petit, effectivement, les gens ont compris que gérer de manière efficace des identités numériques, c'était indispensable à la sécurité en général du système d'information. Et maintenant, on touche des gens plus petits, non seulement pour leurs identités de leurs employés, mais aussi on gère les identités de leurs clients. Donc finalement, on gère les identités des clients de nos clients. On a donc des gens qui sont très petits, mais qui ont beaucoup de clients, et qu'il s'agit de gérer non seulement la partie sécurité, donc l'authentification, l'attribution des droits, mais aussi pour ces gens-là, c'est une matière pour le commerce et pour le marketing qui est indispensable. C'est connaître ses clients. Alors, annuaire, mais bien au-delà, je le disais en préambule, puisque maintenant, tout ce qui est collaboratif messagerie, vous êtes également là pour les conseiller et leur apporter des solutions.
Alors effectivement, la partie messagerie, ça a été aussi une grosse thématique au démarrage. Ça continue, alors un petit peu moins que les identités numériques, parce que avant on installait des grosses messageries critiques en haute disponibilité, etc. Maintenant, c'est plutôt Microsoft qui s'occupe de ça. Mais par contre, avant l'arrivée de Microsoft. Voilà. Alors nous on était avant. On faisait à l'époque aussi du Microsoft, évidemment. Et puis les identités numériques, ça a un lien direct avec la messagerie, avec le collaboratif, puisqu'on a besoin d'un annuaire pour trouver des contacts. Et puis maintenant, les identités numériques, on les utilise aussi pour générer automatiquement des listes de diffusion, mais aussi pour piloter les équipes dans Teams et des choses comme ça, et attribuer les bons droits aux bons fichiers dans maintenant l'univers collaboratif. Très bien. Alors, Sébastien, les années 2000, ça vous parle? Les années 2000, vous veniez juste de quitter, puisque vos études étaient... vous étiez un Gazard. C'est ça, oui, les arts et métiers. Voilà, aux arts et métiers. Oui. Et donc, vous avez commencé, vous, dans une société, plus dans le conseil. Vous étiez directeur d'agence sur la partie plus financière, développement commercial. Oui, exactement. Donc, j'ai été diplômé en 2003, donc formation d'ingénieur généraliste, et je cherchais effectivement une voie qui me permettait de comprendre des univers techniques, technologiques, et avoir une bonne appétence, mais également une dynamique commerciale que je sentais en moi. Et donc, j'ai trouvé ce métier d'ingénieur d'affaires, puis responsable d'agence, directeur d'agence, qui m'a permis d'être à une bonne, on va dire, une bonne frontière entre ces deux univers. Et puis, rapidement, effectivement, l'envie de créer Meritis. C'est ça, rapidement, puisqu'au bout de 4 ans, vous vous dites, ça y est, moi, je vais créer ma société. Et vous aviez... Dès le départ, très jeune, je crois, eu envie de créer une société. De toute façon, c'était vraiment quelque chose qui était très, très profond chez moi, très tôt, sans forcément savoir à 18 ou 20 ans ce qu'on va faire et quel type de société, mais en tous les cas, cette idée d'entreprendre, peut-être cette idée aussi un petit peu de liberté qui est derrière, bien sûr, le goût du risque, mais pas au sens faire prendre du risque auprès de ses équipes, auprès de sa famille ou auprès de ses clients, mais plutôt l'idée de se dire, on va essayer de créer quelque chose d'un petit peu différent, et on y va. Et on y va. Et avec des valeurs, évidemment, très très fortes qu'on essaie d'incarner au quotidien. Alors, les valeurs, justement, je vous cite, vous dites, positionner l'humain et les liens entre les individus au centre de tout l'écosystème. C'est important, ça, pour vous. Oui, je pars du principe qu'on mérite ses clients, on mérite ses collaborateurs, et qu'il faut avoir des valeurs extrêmement fortes, extrêmement claires, qui puissent être, on va dire, vécues le plus facilement possible par les individus. Et donc, il faut être très clair là-dessus. On m'a parfois demandé, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de piloter une entreprise ou d'exprimer ses valeurs quand on est quelques-uns, et ça doit être très très dur quand on est plusieurs centaines. J'ai plutôt l'envie de répondre que c'est l'inverse. Quand on est plusieurs centaines, les valeurs, elles sont très facilement perceptibles si elles sont incarnées par tous. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de garder le développement d'une entreprise en préservant les valeurs. Voilà, alors en même temps, préserver les valeurs, un écosystème qui est en même temps très exigeant. Parce que vous, c'est la finance de marché avant tout. Oui, le point de départ, c'était ça. C'était apporter du conseil donc, auprès de clients bancaires, financiers, donc vraiment de la finance de marché, donc le périmètre front, middle et back-office des grandes institutions financières sur la partie corporate investment banking. Et donc, notre sujet, c'était d'avoir des collaborateurs issus de bonnes formations académiques qui puissent du coup travailler à la frontière aussi entre l'expertise métier en finance et l'expertise technique, notamment applicative, où on faisait du développement pour des équipes front office. Et on va voir juste après, effectivement, comment vous avez su combiner ceci et amener à développer votre entreprise, qui aujourd'hui est quand même très conséquente. Marc, alors Aduneo, on le disait, gestion des identités basée sur une connaissance fine des personnes, là encore, et des applications. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui, concrètement, en quoi ça consiste exactement? On l'a bien vu, vous avez commencé à le dévoiler avec vos clients, mais également le développement de votre société petit à petit, puisque vous avez commencé à 2. Vous n'êtes plus uniquement que 2. Effectivement, maintenant, on est entre 85 et 90, principalement des ingénieurs et des gens qui ont des compétences multiples, parce que dans les identités numériques, finalement,
bien connaître l'identité, ça demande des compétences techniques, parce que l'identité, on va la diffuser dans l'ensemble du système d'information. Ça demande aussi des compétences en sécurité, parce que l'une des premières applications, évidemment, de l'identité, c'est le contrôle d'accès aux applications. Donc, il va falloir authentifier des gens. Donc là, si la partie authentification, elle n'est pas sécurisée, ça veut dire qu'on a tout perdu, finalement. Et puis, pour avoir une identité fiable, parce que c'est ça qu'on veut, finalement, c'est vraiment avoir des bonnes informations à jour, à temps, pour pouvoir, derrière, attribuer des droits aux personnes pour qu'elles puissent travailler et aussi leur retirer un certain nombre de droits quand elles n'ont plus les habilitations. Et pour avoir cette fiabilité de l'information sur les identités, on va travailler sur l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une identité dans un contexte particulier, parce que l'identité d'une grande banque, c'est pas la même chose que l'identité dans une autre grande banque, même si elles ont le même métier. Et puis, on a aussi besoin de travailler sur les process, c'est-à-dire que pour avoir de l'information qui soit fiable sur l'identité, il faut aller à la source de l'information, qui va être soit dans le système d'information, on pense au SIRH par exemple, mais qui n'est pas toujours la bonne source, et on a encore énormément d'humains, donc de correspondants informatiques en particulier, de RH, etc., qui vont faire des saisies pour avoir l'information à temps et fiable. Voilà, donc des correspondants locaux au sein des entreprises, et ce, dans l'organisation avec différents services, comme vous l'avez dit, au niveau RH, au niveau services généraux, vous travaillez avec une multitude d'acteurs au sein de l'entreprise, sur des process automatiques, mais également manuels. C'est ça, exactement. Et donc, on va accompagner nos clientes, on va faire de l'accompagnement au changement pour mettre en place ces différents process pour ensuite avoir une identité qui soit fiable. Et cette identité qui soit fiable, on va pouvoir l'utiliser ensuite pour faire l'autorisation, attribuer des droits en particulier. Alors, vous vous assurez également, vous me disiez en préparant l'émission, que vous vous assuriez de la conformité de la réglementation sur les données personnelles. Le fameux RGPD, c'est essentiel. Alors, il y a le RGPD, il y a aussi toutes les autres réglementations, effectivement, sur les données, sur la sécurisation des données. Et donc, on s'assure donc d'attribuer les bons droits aux bonnes personnes, de ne pas diffuser l'information, etc. Et on s'assure aussi ensuite de vérifier, une fois que ça a été fait, que les bons droits sont réels et aussi, évidemment, la protection des données personnelles, tout à fait. Très bien. Croissance aujourd'hui, vous me disiez que c'est à peu près 20% de croissance ces dernières années, chaque année ? C'est entre 20 et 25%, effectivement, chaque année, que ce soit en chiffre d'affaires, mais aussi parmi nos collaborateurs. En 2023, 7,5 millions de chiffre d'affaires ? C'est ça, exactement. Donc, on peut espérer une croissance de 20 à 25%. Pour l'instant, on est sur le trend. Voilà. Vous êtes sur le trend. Voilà, parfait. Vous me parliez également d'une certaine labellisation que vous aviez, la labellisation Lucie. Pourriez-vous Lucie nous Progress, expliquer ? effectivement. Donc, Lucie Progress, c'est une première étape vers une certification ISO. Oui. Effectivement, la partie RSE... Qui est le premier label RSE français. Et qui est français, effectivement, tout à fait, qui est un label qui maintenant est attribué à beaucoup de monde, parce que la RSE, ça intéresse tout le monde. Et on a des gens chez nous qui sont des passionnés de la RSE. Là, on est en train d'en former une partie, par exemple, juste en ce moment. Et donc, on a des thématiques régulières, mensuelles, sur des sujets de RSE. Alors, des sujets de RSE professionnels, parce qu'évidemment, c'est important. Donc, avoir du matériel qui soit durable, savoir développer aussi pour essayer de minimiser la consommation énergétique. C'est ça. Et puis, on a aussi des thématiques qui sont plus personnelles, c'est-à-dire des conseils finalement à l'ensemble des collaborateurs sur le tri, le compost, etc. Voilà. Et donc, c'est des choses qui résonnent, alors, non seulement chez les nouvelles générations, mais aussi chez nos seniors. De plus en plus, effectivement. Alors, justement, Sébastien, je me tourne vers vous. On va en parler de la RSE parce que c'est un élément très, très fort également au sein de Meritis. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur un aspect. Pour la 5e fois, Meritis est présent aux côtés des plus grands acteurs du marché français au sein du palmarès Best Workplace. Oui, Great Place to Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Alors oui, c'est la 5e fois qu'on se présente. On a toujours été primé, et donc là, lors du dernier événement de mars 2024, sur la base donc de questionnaires que l'ensemble de nos salariés reçoivent, et ils y répondent en totale liberté, bien sûr. Et on a eu 94% de nos salariés qui ont bien confirmé qu'ils sentaient travailler dans un univers où il fait bon travailler. Et donc, Méritis a eu la 5e place à ce palmarès. Donc, on en est tous très fiers. Ce qui est très beau. Ce qui veut dire que vos salariés, vos collaborateurs restent. Ils restent, ils sont engagés, et puis quelque part, ils construisent Méritis au quotidien. Donc, il va y avoir des collaborateurs qui portent les valeurs, mais également donnent une trajectoire, on va dire, positive à tout ce que l'on construit. C'est évidemment beaucoup de fierté collective. Donc, Alors, vous êtes présent à peu près sur toute la France, de nombreuses villes en France, très présent dans le Sud. Présent dans le Sud, effectivement. On a initié le déploiement dans les régions dès 2016. On a commencé par Sophia Antipolis, et puis après on s'est étendu donc dans le bassin méditerranéen avec Aix-en-Provence, Montpellier, et puis maintenant on est présent globalement dans toutes les villes de France. Toutes les villes de France. Voilà, Bordeaux, Nantes. Vous êtes même présent au-delà des frontières, puisque vous êtes présent à Lisbonne. C'est ça. Première étape internationale, donc sur le territoire portugais, donc à Lisbonne. Une des raisons, évidemment, c'est qu'une partie de nos clients français sont également très présents là-bas. Je pense à 2 de nos grands comptes que sont BNP Paribas et Natixis, qui sont très présents sur le territoire portugais. Donc ça a initié évidemment une dynamique pour nous. Et puis ce sont des collaborateurs qui ont un très bon niveau d'anglais, de français, qui sont très professionnels et avec un vrai niveau d'engagement. Donc c'est vraiment un pays dans lequel on est très très content de se développer. Alors 17 ans d'existence et un chiffre d'affaires en 2023 de 87 millions d'euros. Oui, 87 millions en full croissance organique, donc c'est effectivement des années, du développement et je l'espère encore beaucoup de belles choses à construire pour l'avenir. Voilà, une projection vers les 100 millions d'euros, on l'espère, pour 2024. Oui. Nous tendons vers les 100 millions, nous allons dire. Voilà, vous n'y êtes pas loin. Et puis plus de 900 collaborateurs. Oui, 940 aujourd'hui. Donc. Sur le territoire français, ou bien vous en avez aussi un petit peu du coup au Portugal? On a 6 collaborateurs au Portugal, donc c'est un tout début d'histoire, mais on a de belles promesses là-bas. Et puis sinon, l'ensemble de nos collaborateurs sont effectivement en France pour tous les autres. Oui. Donc des gros clients, donc 40% des entreprises du CAC 40. Oui. Voilà. Donc clients bancaires, clients d'assurance, et puis depuis 2016, là aussi, on a une diversification sur le monde de l'industrie, du transport et du luxe. Donc on a une grande partie aujourd'hui des clients du CAC 40 et un déploiement également sur quelques, notamment dans les régions, avec des structures plus petites, des ETI qu'on accompagne sur différents sujets, notamment autour de la cyber. Ouais. Notamment autour de la cyber, vous faites bien d'en parler parce que Méritis, quand même, c'est la cyber, puisque c'est l'objet de la thématique d'aujourd'hui, mais je rappelle à nos auditeurs que vous disposez de 6 expertises. Pourriez-vous nous les rappeler? Bien sûr. On a 6 expertises. Donc une expertise dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une expertise fonctionnelle et métier, qui est donc dans le monde de la finance, dans lequel on a vraiment une belle appétence et on souhaite préserver cette connaissance, qui est un monde sur lequel aujourd'hui on connaît les codes, on connaît les formations, on connaît les clients. Donc une expertise fonctionnelle et 5 expertises technique et technologique. Donc la partie software, donc le développement applicatif, qui est quand même notre grande expertise. La partie data également, on a une centaine de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent exclusivement dans la partie data. La partie produit, projet, donc tout ce qui va être accompagnement sur la gestion de projet, la maîtrise d'ouvrage, l'agilité. Une partie cloud, infra, DevOps, qui est un univers technique qu'on maîtrise très bien également. Et puis la dernière expertise technologique, c'est la partie cyber. Voilà, donc une expertise très large. Alors l'offre cybersécurité en tant que telle, vous faites à la fois de l'audit, mais également tout ce qui est mise en conformité, certification. Oui. Alors, on a effectivement aujourd'hui un accompagnement sur 4 grands pans d'activité dans le monde de la cyber, de l'analyse effectivement de processus de sécurité, analyse de code, donc sur tout ce qui va être justement l'accompagnement des clients grands comptes ou des plus petits, mise en conformité, comme vous venez de le dire, sur notamment l'accompagnement des certifications ISO 27001 par exemple, que nous avons depuis 3 ans et nous sommes en capacité d'aider ou de conseiller certains de nos clients. On fait également de l'accompagnement lors de éventuellement cyberattaques et donc pour vérifier, aider à sécuriser des périmètres et conseiller nos clients. Et puis le dernier accompagnement auquel on est très attaché, c'est la partie DevSecOps, donc les transformations des organisations en insérant la sécurité au plus tôt des réflexions du développement applicatif. Alors nous parlions juste avant avec Marc de tout ce qui est RSE. Oui. Posture RSE. Quelle est la posture RSE de Méritis aujourd'hui ?
Alors, c'est quelque chose qu'on a initié, pareil, dès les fondamentaux, dès les premiers jours de l'existence de Meritis. Donc, quand on parle d'RSE, moi, je mets toujours un parallèle avec les valeurs. Déjà, il faut d'abord ne pas faire du RSE d'un point de vue marketing. Il faut déjà s'entendre à soi-même avec effectivement ce que l'on veut vivre et faire vivre à l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis, très rapidement, on a également, un petit peu comme Marc, étoffé nos dispositifs. On a un label aujourd'hui B Corp dont on attend la certification là depuis, là dans les jours qui viennent. C'est vraiment quelque chose qui devrait se dessiner. On a le périmètre qui a été validé. On a une équipe qui travaille sur du RSE. On accompagne aujourd'hui notamment par des formations autour de l'inclusion. Donc on a vraiment une posture qui est extrêmement travaillée aujourd'hui et qui permet pour nos collaborateurs sièges, nos collaborateurs consultants, nos clients, d'avoir vraiment pratiquement une dynamique de bout en bout sur la posture du RSE pour que justement ça ne soit jamais vécu comme une notion marketing, mais quelque chose de très, très sincère, très profond. Et donc, je ne peux même pas vous dire le nombre de sujets aujourd'hui qui gravitent autour de cela, mais on en a énormément, énormément. Très bien, alors, nous avons parlé du présent, nous allons parler un petit peu de la prospective, Sébastien, si vous voulez bien. On le sait, on est dans un monde aujourd'hui hyper connecté, où la sécurité numérique est essentielle. Bien sûr. L'aspect cyber. Aujourd'hui, vous me disiez en préparant l'émission que pour répondre à cette menace qui est de plus en plus croissante, vous allez bien au-delà du développement justement des solutions techniques et que vous vouliez apporter un rôle très important dans cet univers. Est-ce que vous pourriez dire concrètement ce vers quoi vous allez aller demain ? Oui. Alors déjà, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à nos niveaux naturellement et auprès de nos clients, où on voit que le risque cyber et la sécurité d'un point de vue global est pas du tout, on va dire, comprise de manière homogène par l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, chez des grands clients, on a une multitude de départements, une multitude d'équipes, chacun a ses processus, ses protocoles, et donc on a vraiment cette envie chez Meritis d'apporter un regard extérieur et d'apporter des méthodes, des bonnes pratiques. Donc je parlais du DevSecOps, il y en a plein d'autres naturellement, pour montrer aujourd'hui que la sécurité, c'est l'enjeu de tous. Et il faut rappeler, sensibiliser, former, et je crois que c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui des entreprises du service numérique, des ESN et de tous les experts qui travaillent dans le monde de la cyber, c'est de montrer que il y a des outils, il y a des méthodes, il y a une multitude de choses qui sont à disposition de nos clients, mais il y a surtout beaucoup de bon sens et un rappel aux fondamentaux en permanence. Et ça, dès les premières réunions, quand on a une réunion très orientée sur un problématique métier, il faut que les futurs utilisateurs aient parfaitement conscience des risques associés aujourd'hui aux données. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple, mais si on intègre ce paramètre-là dès le premier moment de discussion, au fur et à mesure, on arrive à cadrer quand même et à sécuriser de plus en plus les applicatifs et puis surtout de former les équipes et les sensibiliser pour que derrière on réduise le risque cyber qui maintenant est un risque que toutes les sociétés ont et ils en ont parfaitement conscience. D'accord, et comme vous le dites, vous l'avez dit à 2 reprises, la formation est quelque chose d'essentiel. D'essentiel, et pas simplement les équipes techniques, mais ça va beaucoup plus loin. Les utilisateurs et les utilisateurs de chacune des fonctionnalités, de chacune des applications. Donc on a un gros processus aujourd'hui de sensibilisation. On parlait du Portugal. Est-ce que, en termes de croissance externe, vous allez aller vers d'autres pays demain ? Oui, on a un sujet de croissance externe en ce moment qui est à l'étude chez nous et qui nous amènerait à mettre un pied sur le territoire londonien, en l'occurrence donc à Londres, donc côté UK, donc là aussi sur un périmètre bancaire où sorti du Brexit, naturellement certains acteurs américains se positionnent à la fois en France et également sur le territoire londonien, donc ça permet à des sociétés comme les nôtres de pouvoir justement occuper un vrai rôle sur cette ville également, et puis on a des velléités au Canada également, donc accompagner certains de nos clients qui sont présents sur d'autres gros territoires pour lesquels le monde de la banque est très présent. Donc l'histoire internationale devrait se poursuivre. Voilà. Je vois ceci. Au niveau de la croissance interne cette fois, j'imagine que si vous avez une croissance externe, vous allez aussi vous développer, vous allez aussi recruter de nouveaux collaborateurs.
Oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, Meritis ne s'est construit qu'au travers de la croissance organique. Ouais. Et là, on a quelques sujets de croissance externe, mais on est effectivement très engagé avec l'ensemble des équipes, l'ensemble des collaborateurs, à développer ou à poursuivre cette croissance organique. Donc, elle est de 10% cette année, encore en 2024, par rapport à 2023. Donc, on garde cette capacité à générer de la croissance auprès de nos clients existants, et puis en développant également de nouvelles bases clients, en renforçant nos expertises. Et puis, l'idée, c'est d'avoir des croissances externes qui viendront renforcer nos différentes thématiques d'expertise autour du cloud, autour de la cyber, pour continuer d'apporter de plus en plus de valeur à nos clients et à nos salariés. Par rapport à ces différentes expertises, est-ce qu'il y a un secteur, une des expertises qui se développe beaucoup plus aisément que d'autres, ou c'est finalement c'est complémentaire, donc alors, chacune se développe. Chacune se développe à des étapes de maturité différentes, bien sûr. Sur la partie software, nous avons plusieurs centaines de collaborateurs et un track record d'une quinzaine ou pas loin d'une vingtaine d'années. Donc, naturellement, on a une expertise très forte sur l'algorithmie, sur des tests de performance en développement, donc sur lequel vraiment on a une grande valeur. Et puis, la cyber, on s'y est mis un petit peu après, mais c'est une pratique qui se développe très, très fortement. Et comme on est oblige. Oui, l'actualité aussi naturellement, et puis surtout une envie de l'entreprise, et moi le premier, d'apporter plus de valeur sur ce sujet-là. Et on commence aujourd'hui à présenter à nos clients des capacités d'animation sur l'ensemble de nos expertises, c'est-à-dire de développer un produit en partant du début, en intégrant la sécurité, des problématiques de cloud, des problématiques de formation, du développement applicatif, et donc une équipe de 10 personnes qui va aller développer un soft chez un client. On commence à savoir faire ce genre de choses, et donc naturellement, ça nous permet d'allier toutes nos expertises en un seul produit. Et ça, c'est une vraie valeur pour nos clients. Vous recrutez donc régulièrement, je présume. Oui. Quel est le type pour les jeunes qui nous écoutent? On a une émission qui est dédiée aux jeunes. Quel est un petit peu le cursus que vous recherchez, la typologie de jeunes que vous recherchez? Alors, comme Marc, ce sont exclusivement des collaborateurs, donc ingénieurs, avec des formations qui sont parfois l'ENSET, l'ENSIMAG, d'autres formations. Je ne vais pas nommer toutes les écoles, parce qu'on a un Vous avez des partenariats avec une quinzaine d'écoles, bien sûr. On cherche surtout à avoir une bonne alliance entre les compétences et le parcours, mais également le comportement et naturellement la fibre humaine et sociale donc, de nos collaborateurs. Donc, dans notre processus de recrutement, on a globalement 3 entretiens qui viennent valider les compétences, l'expertise, le comportement, et puis à l'issue de ce processus de 3 entretiens, pour lequel les candidats rencontrent bien souvent nos collaborateurs experts. Donc ça, c'est important de bien comprendre quels peuvent être les parcours des consultants chez nous, et puis à l'issue de ces 3 entretiens, naturellement, les propositions de contrat de travail, si les collaborateurs sont au niveau attendu. Voilà. Est-ce difficile aujourd'hui? Souvent, on voit actuellement, on a l'impression qu'il est difficile de recruter. Est-ce que vous confirmez, ou est-ce que finalement... Oui, je pense que tous ceux qui sont dans le recrutement vous diront que c'est très difficile et que les tendances évoluent, que le télétravail a changé les usages, et je serais bien malheureux de dire que c'est facile. Non, c'est une vraie difficulté. Après, je pense que comme tout, il suffit d'avoir des bonnes méthodes, il suffit aussi d'avoir des équipes engagées, de montrer ce qu'on sait très bien faire, d'inspirer les collaborateurs, et nos expertises ont vraiment un rôle clé là-dedans. C'est d'ailleurs de montrer à des jeunes candidats qu'il y a des parcours absolument incroyable à faire, et quand on aligne tout ça, on arrive à recruter des gens de grande valeur. Et après, il faut les garder. Donc, il faut avoir des choses à raconter. Il faut, voilà. Alors Marc, c'est la même chose pour vous? Difficulté de recruter? Vous êtes toujours dans une phase également de recrutement? Alors effectivement, on recrute. On a eu des phases effectivement où c'était très très compliqué. Là, c'est un petit peu mieux, mais trouver la bonne personne. Alors pour nous, c'est un peu compliqué. Parce que vous avez dit, voilà, il faut allier des compétences techniques qui sont très très fortes, mais aussi du fonctionnel, mais aussi de l'organisationnel. Alors il faut qu'il soit multicarte. Idéalement, voilà. Idéalement, le couteau suisse. Peut-être que vous recrutez du coup des personnes qui ont déjà une première expérience plus aisément. Voilà, on essaye effectivement d'avoir des gens qui ont une expérience, pas uniquement dans les entités numériques, qui se mettent dans la cyber ou dans le développement ou dans l'informatique. Après, nous, on va les former. Effectivement, on a des cycles de formation pour les monter en compétences en identité numérique. Donc, vous formez vous-même en interne, en fait, sur la compétence ou l'expertise. Oui, parce que c'est quand même une compétence rare, et donc voilà, le vivier n'est pas très... Voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on apprend à l'école, finalement, les identités numériques. Donc voilà, on va les monter en compétences. Vous allez un petit peu plus loin, voilà.
Au niveau de la prospective pour vous, au niveau d'Aduneo, vous êtes sur une continuité du rythme de croissance, vous le disiez tout à l'heure. Quelle est votre prospective particulièrement ? Alors oui, c'est ça. Un peu comme Sébastien, nous on a une croissance qui est uniquement organique, donc on va continuer finalement sur les mêmes tendances à peu près, entre 20 et 25%, avec des thématiques par exemple sur, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, la gestion des clients de nos clients, donc ce qu'on appelle le SIAM. Le SIAM qui est essentiellement l'authentification finalement du client auprès de l'espace client, de l'espace bancaire, de l'espace, etc. Et puis on se rend compte de plus en plus que la partie authentification c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Et donc on a besoin, de même que pour les employés, de mettre en place des référentiels, donc des référentiels clients, ce qu'on appelle maintenant référentiel client unique, à partir du moment où on a en particulier besoin, alors d'un certain nombre de choses, de modéliser des relations. Voilà, c'est-à-dire que les clients, finalement, ils sont, de même que les employés sont dans un écosystème avec un organigramme, etc., les clients, dans un certain nombre de cas, c'est la même chose. Ils vont être en relation avec d'autres clients, ils vont être en relation avec des structures, des entreprises, des choses comme ça. Voilà. Et donc, pour répondre à ces problématiques-là, on a des partenaires, le logiciel, et puis on est aussi éditeur de notre propre solution qui s'appelle Neopage, et dont une des fonctionnalités, justement, alors c'est un produit de niche, on ne va pas rentrer en concurrence avec nos partenaires, évidemment, mais voilà, sur un certain nombre de niches où ils ne sont pas présents, et en particulier le référentiel des clients. On a une proposition qu'on développe depuis maintenant plus de 10 ans, donc qui est mature. Et Neopage, d'ailleurs, a d'autres fonctionnalités. Il y a en particulier, on a parlé beaucoup des identités en termes de sécurisation, mais les identités, c'est aussi la connaissance des identités qui va être diffusée au système d'information, mais aussi aux personnes. Donc des annuaires qu'on appelle des annuaires de consultation, pour trouver des expertises, pour trouver des gens qui vont pouvoir aider sur une thématique particulière. Et donc Neopage, ça permet un peu tous les employés de faire des recherches sur des compétences, des services, des noms, des contacts, etc. pour avoir une meilleure cohésion de l'ensemble de l'entreprise. Finalement, ça intéresse n'importe quel type d'entreprise aujourd'hui. Alors, ça intéresse, oui, alors, principalement les grands groupes quand même, parce qu'il faut avoir une taille critique. Voilà, pour avoir ce type de besoin, en tout cas en termes de consultation. Mais là, par contre, la partie référentielle en tant que telle, effectivement, de plus en plus, les gens commencent à s'interroger et aller vers vous pour trouver une solution. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, vraiment, gérer de manière efficace les identités, c'est pas juste installer un logiciel, parce que ça marche pas. C'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas la réflexion justement sur qu'est-ce que c'est qu'une identité et comment je vais avoir mon identité, on peut avoir la proposition d'éditeur la plus chère qu'on aura, on aura au final rien du tout. Le conseil, l'expertise, l'accompagnement, finalement, ce sont les maîtres mots pour pouvoir accompagner au mieux vos clients. Clairement. C'est exactement ça. Marc et Sébastien, un grand merci à vous d'être venus sur ce plateau aujourd'hui et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci encore. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission Top Sécu et à très bientôt pour une nouvelle émission.